Bienvenue dans Happening Hour. Toujours ici en plein cœur du festival Off d'Avignon jusqu'au 29 juillet. C'est à la Fabrique ça se passe, c'est vraiment au cœur du festival. J'espère que vous allez bien, que vous appréciez tous les jours cette émission où on est tout le temps en bonne compagnie. Et aujourd'hui, voici l'éventail du jour. Alors 2 flyers format normal et puis 2 mini flyers. Ça ne veut pas dire que c'est des mini spectacles, c'est des spectacles qui ont autant de qualité que les autres. Mais voilà, c'est des petits concepts, on en parlait juste avant l'émission. On essaie de trouver chaque fois des astuces pour convaincre les gens. Donc il y a plein de formats, on parlait des éventails parce qu'il fait très chaud ici. Et là voilà un nouveau format qui existe que je trouve hyper sympa. On va faire les présentations. Laura, Pierre, Maëlys, Floriane et Lionel. Est-ce que quand on fait Avignon, on est fatigué même avant que le festival ne commence parce qu'on doit arriver avec les bagages, il y a des problèmes de logement, on doit afficher, c'est la galère alors qu'on n'a toujours pas commencé, le public n'est pas encore là. Oui et non, enfin, comme je dis toujours, on dormira en août. Oui, on dort tous en août. Puis moi j'ai une petite différence cette année, c'est que je suis arrivée avec un bébé en plus. Mais c'est pas vrai. Si. Ah ouais. Et le compagnon joue aussi, donc c'est sport, c'est une année sport. Mais alors, c'est cool. Il y a une nounou pour le bébé. Il y a une nounou. Ah oui, on n'entend pas le bébé dans les coulisses. Quoi. Non, même si ça aurait été bien de l'avoir après nous, mais quand même pas. Bon, très bien. C'est votre premier Avignon pour certains? Alors moi pour ce spectacle, oui, c'est un premier Avignon. Je l'avais déjà fait en tant que comédien il y a 5 ans maintenant. Mais pour ce spectacle-là, oui, c'est un premier Avignon. Ok, alors tu peux m'en parler un petit peu, tes appréciations. On t'a dit des choses sur Avignon, c'était de la théorie. Maintenant que tu es sur le terrain, quelle différence tu vois? Je dirais qu'on m'a relativement bien prévenu que c'est difficile mais que c'est un très beau moment à vivre, que c'est très inattendu, c'est-à-dire que en fait Avignon on le prévoit, on s'organise, mais quand on arrive on se rend compte qu'il faut tout reprévoir, tout réorganiser, et que en fait à Avignon on ne s'arrête jamais de travailler, sauf peut-être la nuit quand on dort, et encore. Mais tu t'en sors et tu es venu ici pour présenter un spectacle 10 ans de réflexion. Alors 10 ans de réflexion, c'est une pièce donc, que j'ai écrite et qui retrace la liaison, la relation entre Marilyn Monroe et le président John Fitzgerald Kennedy. Ok. Qui a bien existé. Alors, qui a en effet existé, ça les historiens s'accordent pour dire qu'il y a en effet une liaison entre eux à un moment de leur vie. Maintenant, comme je dis toujours, c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé précisément. Pour savoir précisément ce qui s'est passé entre eux, eh bien, il n'y a que eux qui peuvent le savoir. Et quelques enregistrements du FBI auxquels je n'ai malheureusement pas eu accès. Il paraît qu'il faut attendre 50 ans pour avoir les archives. Et oui, on les attend avec impatience. Et encore, il y a des enregistrements, il y a des archives top secrètes que les États-Unis ne veulent toujours pas publier. Bien sûr. Et non, c'est une pièce qui retrace cette liaison étalée sur 10 ans, qui fait partie des théories sur la liaison Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy, que ça a été une relation suivie sur 10 ans. Qui a commencé en 1953, ils se sont rencontrés chez Charlie Feldman, l'agent de Marilyn Monroe, et ça s'est terminé en 1962, le soir du célèbre Happy Birthday to You, Mr. President. Le fameux. Et cette pièce, j'aime le résumer comme ça, j'ai fait énormément de recherches dessus sur Marilyn Monroe et JFK, et j'aime dire sur cette pièce, non, il ne s'agit pas d'une pièce historique, vous ne vous attendez pas à avoir un reportage Arte. Il y a des reportages Arte d'ailleurs que j'ai vus pour préparer ma pièce, qui sont remarquables sur le sujet, mais c'est une pièce, j'aime la résumer comme ça. Tout ce que les personnages se disent est vrai, ce sont des faits historiques, mais tout ce qu'il se passe dans la pièce là est inventé. C'est-à-dire qu'au travers de situations historiques, de moments historiques des vies respectivement de Marilyn et de John Fitzgerald Kennedy, j'en ai créé des scènes de théâtre où ils se retrouvent. Et j'ai vraiment un peu créé leur histoire d'amour que j'ai un peu, je dirais, rêvé, fantasmé, mais ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment de montrer l'évolution de leur vie respective et de montrer ces deux personnages dans l'intimité, en fait de montrer les personnages les plus humains possibles, avec leurs failles, avec leurs faiblesses, avec leurs forces aussi que parfois on ne montre pas. Je parle surtout pour Marilyn Monroe, qui était une femme bien plus forte et bien plus indépendante que ce qu'on imaginait, et Kennedy qui pouvait être un homme aussi bien plus fragile et peut-être aussi plus naïf que ce qu'on imagine aussi. Dans l'écriture, tu te fies à la mécanique des biopics. Tu utilises ces mécaniques qu'on utilise dans les films pour raconter le destin d'une personnalité?
Non, j'ai pas spécialement utilisé des mécaniques de biopic pour l'écrire. Au contraire, j'avais envie que les deux personnages nous racontent à nous spectateurs leur histoire. C'est pour ça que la pièce commence dans l'au-delà, quand John Fitzgerald Kennedy vient de se faire assassiner et retrouve Marilyn Monroe. Et en fait, dans l'au-delà, ils se rendent compte que ce sont les spectateurs qui les ont réunis pour entendre leur histoire. Et qui sont là pour raconter leur histoire aux spectateurs. C'était pour ça que j'avais envie qu'il y ait une interaction avec le public, que d'une certaine manière, on casse le quatrième mur. Et il y a de rapides, de courtes apartés pour justement replacer un petit peu le contexte historique de certaines scènes où c'est nécessaire. Et pour lier tout ça pendant 1h15, pour lier tout ça sans jamais s'arrêter, sans jamais qu'il y ait de noir, sans jamais qu'il y ait de pause, pour que vraiment ce soit une pièce qui se déroule vraiment de manière très fluide. 10 ans de réflexion, je voudrais qu'on parle de l'affiche. Elle est très belle cette affiche. Tu peux me parler de la genèse de l'affiche ? Alors la jeunesse de l'affiche, on avait envie vraiment de faire une affiche dans un style assez rétro, assez typique du cinéma des années 50, du cinéma hollywoodien des années 50. C'est vraiment les affiches d'Hollywood dans les années 50, il faut aller les voir, il y en a des absolument sublimes. Et on s'est inspiré de beaucoup d'affiches, notamment de films de Marilyn Monroe. On avait vraiment envie de retrouver ce côté rétro dans l'affiche de 10 ans de réflexion. On a une accointance entre les deux affiches. Ah oui. Regardez, on va passer à toi. Tu peux nous parler de l'affiche et on parlera du spectacle ensuite. Oui, l'affiche, c'est Régis Saillard déjà qui l'a faite et je tiens à le remercier vraiment parce qu'il nous a fait un superbe travail. Nous, c'est pareil, nous, c'est le cinéma des années 30. Donc du coup, on voulait reproduire une affiche qui ressemble au cinéma des années 30 et c'est mon visage mixé à celui de Jean Harlow. Ah mais c'est mid-journée avant l'heure, c'est ChatGPT avant l'heure. C'est ça. Et d'ailleurs les gens me reconnaissent dessus. Souvent ils me disent ah mais c'est vous en fait. Ouais. Ok. Alors on parle de quoi dans cette pièce ? Moi quand j'arrive, je suis spectateur, j'arrive sur scène, dans la salle plutôt. Le rideau s'ouvre, si tant est qu'il y a un rideau. Ouais, non. Et là, qu'est-ce que je vois ? Première chose que je vois, la première parole. Alors, Jean Harlow, Confession d'un ange blond, c'est la première blonde platine du cinéma américain et elle a inspiré notamment Marilyn. Tout à fait. Et c'est assez marrant que tu aies parlé de l'au-delà, j'ai pas vu ta pièce, mais moi en fait je réponds sous forme d'interview. Donc comme si c'était une émission télévisée, je réponds à une interview et je raconte sa vie. Et je joue des scènes de sa vie et donc il n'y a pas de quatrième mur puisque je parle au public. Je suis en interaction directe avec eux et en fait, on raconte sa vie pendant 1 heure. T'es toute seule, hein ? Toute seule, ouais. Toute seule sur scène. Qu'est-ce que tu as appris de ce personnage et qu'est-ce que le personnage t'a appris sur toi ? Alors, c'est très drôle. Ce que j'ai appris, c'est le début du cinéma parlant. Moi, je connaissais très peu ce cinéma. Le passage du muet au parlant, moi, je connaissais pas grand-chose. C'est elle qui a joué la première scène en couleur du cinéma dans Les Anges de l'Enfer. Mais non. Et si. Et donc quand même c'est dingue parce qu'il paraît qu'au cinéma noir et blanc les comédiens étaient maquillés en vert, notamment rouge à lèvres vert foncé parce que le vert, on sait qu'en photographie le vert quand ça passe en noir et blanc ça crée du contraste. Donc d'un coup on l'a démaquillé, on l'a décoloré. Mais il n'y a qu'une seule scène dans le film en plus qui est en couleur. C'est la sienne, c'est celle de son arrivée au bal dans Les Anges de l'Enfer. C'est dingue. Incroyable. Et c'était une icône. C'est vraiment elle à l'époque, c'était tout le monde la connaissait. C'était aujourd'hui, c'est assez marrant parce que il y a un spectateur qui m'a dit l'autre jour, c'est incroyable de se dire qu'il y a des stars comme ça qui ont été plus que des stars, vraiment des icônes et qu'on les a oubliées complètement. Ouais. Alors que c'était une figure emblématique de sa génération parce qu'elle a joué à l'époque de l'arrivée du Code Haze et au moment où la mafia a commencé à prendre le pas sur le cinéma américain et elle incarnait la liberté, elle jouait sans sous-vêtements par exemple, elle s'assumait complètement et on lui a fait faire une bascule dans sa carrière qui a été très courte puisqu'elle est morte assez jeune. D'accord. Voilà. Hop, voilà, on a appris des choses. Voilà. Alors on passe au petit flyer. Alors il y en a deux, mais on va d'abord parler parce que là ils viennent de sortir de scène, hein, c'est ça. Tristan et Iseut. Tristan et Iseut. Et Iseut. J'aime pas qu'on prononce le T. Ah non, Iseut. Voilà. Tristan et Iseut. Nous, notre volonté, c'était de faire notre propre version de cette histoire, parce qu'elle est déjà assez connue. Et ce qui la caractérise le plus, c'est que justement, chaque conteur, à chaque fois, il a ajouté un petit peu de sa patte. Il a apporté des modifications et elle s'est transmise tout d'abord par l'oral. Donc c'est très difficile de remonter aux origines de cette histoire et de savoir exactement de quand elle date. Parce que comme ce n'est pas écrit, c'est très compliqué de dater justement. Tu as écrit aussi avec Joseph Bédier, non ? C'est parce que je suis partie du roman de Joseph Bédier qui justement avait réuni les différents écrits pour en faire une version complète.
Et donc j'ai pris ce texte-là pour en faire une pièce de théâtre. Mais j'ai beaucoup modifié, il y a des choses que j'ai enlevées, j'ai aussi ajouté certaines choses bien sûr pour qu'on ait notre propre version. Et du coup on est parti nous sur vraiment un conte théâtral. Donc on a une narratrice qui narre l'histoire aux spectateurs. Et donc ça alterne entre scènes de théâtre plus traditionnelles avec les comédiens qui jouent des personnages et cette narratrice donc, qui s'adresse au public. On a aussi écrit des chansons, on a créé des musiques avec un compositeur musical, on a créé des costumes, du maquillage, voilà, pour tout ça pour amener vraiment un univers magique de contes, pour faire rêver les enfants mais aussi les adultes, parce que c'est très important de continuer à rêver, je trouve, toute sa vie, notamment d'amour, qui est la chose la plus importante, je pense, sur Terre. Voilà. Ah oui. Et vous deux, donc alors vous êtes combien sur scène? Oui, ça s'envole un petit peu. Eh bien, on est 6 sur scène. 6 sur scène. Voilà, donc tous les 3 et 3 autres comédiens qui sont partis tracter pendant qu'on est ici. Okay. Donc Floriane et Lionel. Tout à fait. Quel est votre rôle respectif? Alors moi je joue Iseu, la blonde. Il y a 2 Iseu dans la pièce. Iseu aux mains blanches qui est interprétée par Maëlys et Iseu la blonde que j'interprète. Et Lionel? Et moi je joue le rôle du roi Marc et celui aussi de Prinis qui est le valet d'Iseu, l'homme à tout faire, marin, bricoleur, son ami. Comment vous êtes rencontrés sur ce projet? C'est toi qui les as recrutés ou vous étiez déjà dans une compagnie? On était déjà dans la compagnie du Vent Contraire ensemble. Vent Contraire, ok. Avec laquelle on a fait le premier spectacle dont on va parler tout à l'heure. Bien sûr, qui est ici. Je suis réactif. Et du coup, moi ça me paraissait évident quand j'ai écrit le texte de Tristan et Iseu, j'avais déjà une idée de quel comédien je voyais dans les personnages. Donc pour Lionel, le roi Marc et Prinis. Et Floriane ne l'a pas dit, mais elle est mon assistante mise en scène sur Tristan et Iseu, ce qui est très important puisque je joue aussi dans la pièce. Comme justement on a créé beaucoup de choses, pas seulement la pièce, mais les musiques, les costumes, tout ça, c'est bien d'être à deux pour gérer une grosse équipe comme celle de Tristan. Pareil, quand j'arrive dans la salle, qu'est-ce que je vois en premier quand le spectacle commence? La fin. La fin. La fin? Le début de la fin. Alors, vous me dites la fin, mais moi je suis pas censé savoir que c'est la fin. Je vois une scène. Tout à fait. D'accord. Hein? Je te laisse dire la scène peut-être, tu vois. C'est Tristan est mourant, voilà. Ok. Simplement. Avec Iseu la brune à son chevet. Une agonie. Oui. Sympa. Oui. Bah oui, c'est ça. Bon, à l'époque, c'était pas très joyeux, mais regardez l'affiche. On va en parler. Qui vous avez fait cette affiche? C'est Cyril Kosker. On le salue. Regardez, et Lucie, j'imagine qu'il a fait aussi cette affiche. Tout à fait. Parlons de ce spectacle. Alors, J'appelle mes frères, c'est le premier spectacle de la compagnie. En fait, c'est un spectacle que j'ai commencé à... Momo, attends, interruption Momo. C'est Momo Cascouille, il y a la rubrique Momo Cascouille, il vient tous les jours dès qu'il me voit faire l'émission. Viens ici Momo, on t'entend pas. Si, mais là tu as coupé là. Non, pas du tout. Momo Cascouille, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? J'ai réparé un four, merci. Tout va bien. Et je supporte mongolien, regardez, il est là. Ok, tu as réparé des choses. Tu répares des choses toi. C'est bien. Tu sais que le théâtre c'est aussi réparateur. Ah, il a pour les saltimbanques. Des saltimbanques. Des saltimbanques. Espèce de saltimbanque, va. Merci Momo. Pardon, c'était l'instant Momo Cascouille. Eh ben, c'est bien. Je fais avec. Oui, pardon. Je disais, J'appelle mes frères, c'est le premier spectacle de la compagnie. En fait, c'est un spectacle que j'ai commencé à monter avant d'avoir une compagnie. Et que j'ai commencé à monter à l'école de théâtre, en fait. Et je me suis rendu compte assez vite que c'était bien d'avoir une vraie équipe et d'avoir une structure. Et donc j'ai rencontré d'abord Lionel, que j'ai embauché comme comédien. Et puis après j'ai rencontré Maëlys, qui est donc mon assistante sur J'appelle mes frères. Donc on travaille ensemble. Et on s'est dit ensemble que ce serait bien de monter une compagnie, d'avoir une structure et de défendre nos propres projets. On a un 3e projet qu'on n'a pas porté sur Avignon parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais voilà. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes de quelle région? La question un peu piège pour nous. On habite quelle région? Alors, la compagnie La compagnie est implantée à Gijan, entre Sète et Montpellier, région Occitanie. Mais nous, comédiens, on habite majoritairement sur Paris. Et on fait de plus en plus nos résidences justement à Gijan, la commune qui accueille nos spectacles. Celle de Tristan et Iseu, on l'a fait en Bretagne. Parce que Maëlys est bretonne. Donc... oui, alors je me disais qu'il y a dans le costume, il y a une petite trèfle.
Hein? Ouais, on a apporté un peu de pays bigoudin dans la pièce. C'est vrai. Mais ça c'est dans Tristan et Iseux? Oui. Voilà. Alors là, vous êtes dans les costumes de Tristan. Ouais. Tout à fait. Évidemment, sauf la montre. Oui, sauf la montre. Et j'ai pas ma couronne. Bah, t'es pas en costume non plus, là, t'es en La couronne, Marseille. elle est là, la couronne. On peut la voir, la couronne. La couronne du roi Marc. Voilà. Je n'ai pas prise ma couronne de roi Marc. C'est qu'elle prenait beaucoup de place. place. Avec la chaleur, il faut savoir que elle ça est très bien. Elle est magnifique. Là, je pense qu'on capte toutes les chaînes. C'est très beau. Très très beau. Voilà. Ben voilà. Et vous, les costumes, alors on peut en parler aussi, on aime bien les costumes. Oui, on adore les costumes. Surtout que là, forcément, c'est de l'époque. Oui. Donc il faut que ça soit crédible. Sur la pièce, elle a 5 tenues différentes, alors je vais pas toutes vous les spoiler. Je vais juste vous dire les 2 plus iconiques qu'on retrouve, à savoir la célèbre robe blanche de 7 ans de réflexion. Évidemment, celle-là, on était obligé de l'utiliser. Et on retrouvera à la fin... On a demandé à une costumière de nous recréer la célèbre robe à strass du Happy Birthday to You, Mr. President. Donc une grande robe extrêmement moulante, couleur chair, recouverte de strass. Waouh. Et qui fait toujours son petit effet, surtout sur les lumières, avec tous les strass qui brillent. On y croit, on veut y croire. Et pareil pour ta pièce, tu as soigné les costumes. Alors oui, c'est pas moi qui met en scène, qui ai choisi les costumes, mais effectivement j'ai des très très beaux déshabillés, puisqu'elle portait beaucoup de déshabillés, comme je dis, elle était connue pour pas porter de sous-vêtements, donc je suis en body avec des grands déshabillés transparents, de la mousseline, et elle portait beaucoup de pantalons, donc je commence en pantalon, ce qui est assez agréable et chouette de jouer une figure marquante féminine en pantalon de cette époque-là. On va parler de vos parcours. Vous venez de quelle région, vous deux? Moi de Paris. De Paris? Moi je suis originaire de Montpellier. Montpellier. Donc Gijan, je connais bien. Ah et bah j'habite à Paris. Et tu habites à Paris. Ouais. On va parler de vos parcours. Est-ce que ça a été un déclic à un moment donné dans votre vie, de reconversion, ou alors depuis tout petit vous étiez un petit peu dans le bain? À quel moment vous vous êtes dit, bon nous voilà, on a envie de monter sur scène, écrire, mettre en scène? Comment c'est venu chez vous? Moi très tôt. Et c'est amusant parce que dans la pièce, je parle parce que Fleming a écrit une pièce, un film dans lequel Jean Harlow a joué, et après il a notamment réalisé Autant n'emporte le vent. Et c'est en voyant Autant n'emporte le vent toute petite que j'ai eu un gros coup de cœur pour les costumes, je crois, parce que j'étais vraiment petite. Et je me suis dit, oh c'est génial, c'est ça que je veux faire. Et puis après j'ai fait pas mal de théâtre petite, et puis voilà, puis après ça a été un parcours qui s'est fait assez naturellement. Dans l'absolu, tu voudrais poursuivre ta carrière en théâtre, ou tu veux t'étendre par exemple aux écrans par exemple, ou autre chose encore? Alors moi je fais un petit peu d'écran, mais quand même beaucoup plus de théâtre. Moi j'aime beaucoup la scène. C'est vraiment... Au début je suis venue au théâtre pour faire de l'écran, je crois, si je suis très honnête avec moi. Mais en jouant, j'ai adoré la scène, et je pense que j'aime les deux, mais je pourrais pas me passer du théâtre. D'accord. Contrairement à l'image où je pourrais m'en passer, mais j'aime quand même ça. Et de l'écriture? Et j'écris aussi. On peut savoir les futurs projets? Oui, un thriller. Un thriller tiroir à énigme. Énigme à tiroir. Sur scène? Oui, sur scène. Très bien. J'essaie de faire quelque chose d'assez cinématographique sur scène, justement, de mêler les deux passions, parce que je suis une grande passionnée de cinéma. Okay. J'aime beaucoup les scénarios complexes, et du coup on a fait une première lecture, c'est en création, on espère un Avignon 2025. Oh, j'adore, j'ai hâte d'être en 2025, après les JO. Pierre, pareil, ton parcours, ton déclic dans la vie? Et ben moi ça a été assez jeune en fait, c'était quand j'étais à l'école primaire en CM1, donc j'avais 9 ans. Notre professeur nous avait fait faire du théâtre, et j'ai dit à mes parents que j'avais adoré ça et que je voulais en faire à côté de l'école en plus. Et j'ai commencé petit à petit à en faire à côté de l'école, et je me suis rendu compte que c'était vraiment là où je me sentais heureux et que là où je m'épanouissais pleinement. Okay. Et que c'est ce à quoi j'aspirais. Et du coup après je suis arrivé au cours Simon, où j'ai fait 4 ans de formation professionnelle. Sur les 4 comédiens avec qui je suis parti à Avignon cet été, 3 viennent des cours Simon. D'accord. Et en fait après petit à petit je me suis dirigé vers l'écriture et la mise en scène, notamment à cause du Covid, parce que on était tous enfermés chez soi et que je pouvais rien faire d'autre à part lire des biographies de John Fitzgerald Kennedy et Marilyn Monroe. Voilà. Et que là j'ai commencé à travailler sur ma pièce, à écrire, et aussi j'ai commencé aussi sur d'autres projets d'écriture. Très bien. Au cours Simon, tu vas peut-être croiser Maxence Marchand? Tout à fait, oui. Voilà, j'ai eu le plaisir de produire sa pièce Les Garçons et Guillaume Attah pendant 2 ans.
extraordinaire cette année là, à l'école Simon. Tout à fait, j'étais tout à fait avec Maxence Marchand. Nous avons même joué au théâtre du gymnase ensemble. Notre audition de fin d'année était avec Maxence Marchand. On avait joué dans la même scène qui s'appelait Mélodrame de Gabor Razov, qui était une sorte de parodie c'était une scène parodique type série Les Feux de l'amour, et c'était une scène complètement délirante. On s'était éclaté avec Maxence. Et ben un petit coucou à Maxence qui a fait son Avignon ici avant et pendant le Covid. On l'a fait ensemble, on y est arrivé Maxence, et il a d'autres projets, on va en parler bientôt. Et vous, votre déclic à vous? Moi, mon déclic, il est Lauriane arrivé et Lionel. quand j'étais déjà dans l'école de théâtre en fait. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait un bac scientifique et j'étais persuadée que j'allais faire plutôt de la science. Pourtant, j'ai pris des cours aussi de danse, de piano, d'art plastique. Moi, j'adorais l'art, mais pour moi, c'était complètement séparé de la possibilité de faire un travail en fait. Et mon grand frère, en fait, il était déjà dans une école de cinéma, mais lui plutôt à la caméra. Et je me suis dit quand même, ça me titille un peu ce truc-là, c'est un monde qui a l'air sympa, il fait plein de trucs, voilà. Et en même temps, j'avais l'impression qu'il y avait un peu d'ego de se dire, je veux faire du cinéma, mais je veux le faire devant la caméra, et donc j'osais pas. Et c'est resté un peu longtemps. Et ma mère m'a dit, écoute, passe une audition, si t'es prise dans l'école, on verra. C'est chouette. J'ai pas été prise tout de suite, ils m'ont dit, viens faire un deuxième essai, parce que j'avais jamais fait de théâtre, donc c'était un peu, voilà. Et puis en passant à la deuxième audition, ils m'ont dit bon allez ok, faut y aller. Et en fait je suis tombée amoureuse des cours de théâtre, vraiment au bout d'une semaine quoi. J'ai fait une semaine et je me suis dit putain, j'ai bien choisi en fait, c'est cool. Et voilà, mon déclic il était à l'école. Ouais. Ok Lionel. C'est beau. Alors moi le déclic, moi je suis originaire d'Avignon. Ouais. Donc j'ai grandi ici, donc j'ai fait beaucoup de festivals. Et le déclic moi je l'ai eu au collège. À 12 ans, moi je faisais de la guitare classique, donc j'avais tous les mois des présentations de mes morceaux, et en fait j'ai commencé à rajouter des textes. J'aimais bien rajouter des textes et je me rendais compte que je préférais parler que passer par l'instrument. Et puis en 5e, un pote vient me voir là, dans un collège au Pontet, juste à côté. J'étais au Pontet. Il me dit, une option théâtre qui s'ouvre, il faut présenter juste une scène et elle choisira les élèves. Et puis j'ai passé la scène et je me suis dit, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça, le fameux déclic à un moment donné. Le truc, là où on se sent aligné. D'un coup, je suis à ma place. Exactement. C'est ça que vous avez ressenti. Exactement. Excellent. Bon, voilà, écoutez, on fait un petit point. Un petit point promo. On revient sur les petites cartounettes que j'adore. Regardez, il y a plein de détails là. Rappelez surtout l'heure et le lieu. Alors, on joue J'appelle mes frères à 22h05 au Théâtre de l'Adresse. Je peux parler peut-être un petit peu de la situation. Bien sûr, tu peux. Ok, cool. C'est l'histoire d'Amor. C'est un jeune homme qui a une trentaine d'années, qui sort de Polytechnique et qui va un soir se dire je vais partir en boîte de nuit tout seul, je me fais mon petit kiff. Et en rentrant chez lui, il va prendre son téléphone et il va voir que son meilleur pote, Chavi, l'a appelé une trentaine de fois, lui a laissé plein de messages. Et en écoutant les messages, en fait, son meilleur pote lui apprend que dans la nuit où il est sorti, il y a eu des explosions dans la ville. Et Amor, il est suédois, son père est tunisien, et en fait ces explosions et cet événement en fait va lui faire rejaillir beaucoup de souvenirs, parfois positifs, parfois pas trop positifs, et il va commencer à se poser beaucoup de questions, notamment sur comment il doit se comporter dans la rue. Est-ce qu'il doit prouver aux autres que lui il n'a rien fait? Est-ce que paraître normal ça suffit? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. On parle beaucoup d'amitié, on parle aussi beaucoup d'amour, il y a de l'humour aussi avec les personnages, notamment son meilleur pote, sa cousine qui vit au bled. Enfin, voilà, c'est un texte qui traite de beaucoup de sujets, qui donne pas beaucoup de réponses, mais on a beaucoup de réflexions à avoir. Mais qui pose des questions. Voilà, si Lionel joue à mort, du coup. Oui, c'est un jeune homme qui va... Vous savez, moi je l'ai vu comme ça, c'est un peu ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir dans la société notamment d'aujourd'hui. On se sent coupable de quelque chose alors qu'on n'a rien fait. Et on va tendance à remettre en question, à adapter en permanence son comportement. Donc là on a Amor qui sur une journée va être tout le temps dans le contrôle de lui-même en fait, et se sentir coupable alors qu'il n'a pas forcément rien fait, et ça va créer des rapports complètement faussés avec les autres et les gens qu'il va rencontrer durant cette journée. Et du coup il raconte vraiment, donc il n'y a pas de quatrième numéro, voilà. Comme avec la narratrice qui s'adresse aux spectateurs. C'est un truc qu'on avait envie de travailler, qu'on aime bien, vraiment de parler aux gens. Je trouve que c'est assez... Ouais, c'est vraiment... J'aime beaucoup ce que tu dis là, Lionel, et toi aussi, c'est sur la culpabilité alors qu'on n'a rien fait. C'est exactement ce sujet-là aussi. Véronique Augereau, vous la connaissez peut-être,
Elle fait la voix, entre autres, de Marge Simpson, mais rien à voir, c'est le talent d'une interprète. Elle joue la maman d'un jeune homme qui meurt dans une tuerie en masse, mais elle apprend également que c'est lui l'assaillant. Elle se sent coupable de quelque chose qu'elle n'a pas fait, et elle doit faire avec ceux qui restent, les enfants qu'elle a encore, le mari, l'entourage, la culpabilité, le deuil, la résilience, etc. Je pense que vous allez peut-être apprécier. C'est pas la même heure, hein, donc allez voir peut-être 11h40 ce spectacle, puis ensuite à 22h05, c'est ça. C'est ça. Allez voir votre spectacle, J'appelle mes frères. Et puis reparlons de ce spectacle. Tristan et Iseux. Non, parce qu'après, Tristan et Iseux. Oui, alors écoutez, vous pouvez nous retrouver à 15h05 au Théâtre des Lilas, tous les jours sauf les mardis parce qu'il faut bien qu'on se repose. Ah, bien sûr. Donc venez redécouvrir la légende ou la découvrir pour la première fois si vous ne la connaissez pas. Il y a 6 comédiens en plateau, c'est très vivant. Vous allez pouvoir suer, pleurer, rire avec nous. Okay. Et vous allez sortir de là vivant aussi et puis avec l'envie d'aimer et d'être aimé, je pense. C'est beau. Ensuite, on continue à Confession d'un ange blond. Oui, Gina Harlow, un jour sur deux, les jours impairs, à 10h30, au Théâtre de l'Albatros. 1h10. 1h10. Et si je peux faire un petit peu de promo pour un autre spectacle que j'ai mis en scène, sûr. Qui s'appelle R, et avec Guillaume Loublier. Je l'ai reçu l'année dernière. Et que j'ai mis en scène, du coup, et qui a changé d'affiche cette année. Je ne sais pas si on me voit. Voilà. Oui. Très belle. Et il joue à 11h05 à l'Espace Alia. Très bien, c'est fait. Et enfin, 10 ans de réflexion. 10 ans de réflexion, c'est à 19h15 au Théâtre Oboulaba. Nous sommes en relâche les lundis. Et donc c'est l'histoire amoureuse entre Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a même un plan. Tout à fait, oui. Là, ça c'est parce qu'on est dans un petit dédale de ruelle typiquement avignonnais. Et l'année dernière, je suis allé voir un spectacle au Théâtre Oboulaba et je me suis perdu pour y aller. D'où le nom Oboulaba, exactement, oui. D'où le nom du théâtre, effectivement. Je vous remercie, ça a été pour vous. Super, merci beaucoup. Super. Je vous souhaite un bon festival et des complètes. Nous, on se retrouve ici, même endroit, même heure, tous les jours à 18h à la Fabrique, en plein cœur du Festival Avignon. Ça se termine le 29 juillet. Je vous dis à bientôt, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Merci.